Je m'appelle Erika et je serai en charge de la facilitation pour la présentation. Ce soir, l'ordre du jour inclut cette introduction brève, la présentation des résultats du programme avec Dr. Fournier, une session de questions et de réponses, suivie par quelques notes brèves au sujet des dernières étapes du programme avant de conclure la présentation. Veuillez noter que nous enregistrons la présentation pour usage futur. À cette fin, nous allons couper le son de tous les microphones des participants pendant la présentation afin d'éviter de capturer tout feedback audio ou bruit de fond. Nous réactiverons le son au microphone des participants pour la session de questions et de réponses. Si quelqu'un rencontre des problèmes techniques au cours de la présentation, vous pouvez nous envoyer un message en utilisant la fonction de chat WebEx que vous trouverez dans le coin supérieur à droite de cette fenêtre de réunion. Sélectionnez la fonction de chat et vous pouvez ensuite envoyer un message à CTC Communications pour support technique. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour envoyer vos questions de façon anonyme. Pour en venir à la présentation, j'ai le plaisir de vous présenter le conférencier du soir, le Dr. Carl Fournier. Il pratique la médecine familiale, est membre associé de CHUM et est basé à Montréal, Québec. Dr. Fournier, les contrôles de présentation vous ont été transmis et vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Merci beaucoup, Erika. Alors, mon nom est Carl Fournier. Comme je suis votre présentateur ce soir, je vais essayer de vous présenter tout d'abord des données cliniques par rapport à la prise en charge de l'hypertension au Canada et également vous présenter les données du programme Cible Atteinte auquel vous avez participé, qui est un programme qui permettait donc de faire l'évaluation de l'adoption des lignes directrices sur l'hypertension dans votre pratique. Et les résultats donc qui vont vous être présentés ce soir ont été recueillis le 23 avril 2018. Tout d'abord, d'où est venue l'idée de notre programme? Eh bien, on a constaté qu'environ un adulte sur 5 au Canada souffre d'hypertension. L'hypertension est donc encore la principale cause de décès et d'incapacité dans le monde. Donc, c'est un élément important à considérer lorsqu'on évalue nos patients et que l'on considère l'importance de ce phénomène. Des coûts également de maladies reliées à l'hypertension et des complications équivalent à environ 10 des dépenses totales en santé au Canada. Et Hypertension Canada se consacre exclusivement à la prévention et à la maîtrise de l'hypertension et de ses complications. On est fiers de dire que le Canada est un chef de file mondial en matière de maîtrise nationale de l'hypertension. Notre taux de maîtrise s'approche de 70 %, ce qui est quand même en haut de ce qu'on est habitué de voir là, au niveau des contrôles de nos différents problèmes de santé. Les objectifs de notre programme Cible Atteinte étaient de déterminer donc si les connaissances relatives aux lignes directrices d'Hypertension Canada et l'attitude des participants à l'égard de celles-ci, de mesurer l'adoption des recommandations des lignes directrices et l'atteinte des cibles tensionnelles en soins de première ligne, et également d'offrir un enseignement fondé sur les données probantes dans le but d'améliorer l'adoption et l'application des lignes directrices. Pour ce programme, on avait donc comme principal président de session le Dr. Alan Bell, qui est professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Toronto. Et il y avait également Dr. Armat, qui est un néphrologue à l'hôpital d'Ottawa, et Dr. Tsuyuki, qui est également professeur de médecine, cardiologie et directeur du centre EPICAR, qui ont participé à l'élaboration de notre programme de ce soir. Comme vous vous en souvenez, les critères d'inclusion pour les patients que vous aviez à recruter étaient des patients chez qui vous avez déjà posé antérieurement un diagnostic d'hypertension essentielle et chez qui vous aviez les données au dossier des valeurs de pression artérielle qui avaient été corrigées au cours des 6 derniers mois. Sinon, vous pouviez également prendre un patient qui avait absence de diagnostic d'hypertension mais qui respectait les critères suivants, c'est-à-dire que vous aviez un patient qui avait en haut de 50 ans, dont les dernières mesures de pression artérielle consignées au dossier étaient supérieures à 130 mm de mercure, mais inférieures à 180 mm de mercure, et qui ont été prises au cours des 6 derniers mois au moyen d'un appareil de mesure automatisé de la pression artérielle en clinique. Également, ces patients-là devaient avoir un des critères suivants, présenter une maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique,
autre qu'un accident vasculaire cérébral, une néphropathie chronique à l'exclusion de la maladie polykystique des reins et un débit de filtration glomérulaire estimé qui était supérieur à 20 ml par minute, mais inférieur à 60 ml par minute. Avoir un score de risque de maladie cardiovasculaire selon l'échelle de Framingham sur 10 ans qui était supérieur ou égal à 15 %, avoir un âge supérieur ou égal à 75 ans. Et aucun des critères suivants, donc pas d'antécédent d'AVC ou d'accident ischémique transitoire, pas d'hébergement dans un stade d'établissement de soins de longue durée, pas d'hypotension orthostatique symptomatique, ni de diabète de type 1 ou de type 2, ni de protéinurie plus grand ou égal à 1 gramme par jour. Alors, c'était vos principaux critères d'inclusion. Il y avait également des critères d'exclusion liés aux patients. Donc, un patient qui, de l'avis du médecin, sont atteints de comorbidités graves qui se répercutent sur la maîtrise de la tension artérielle devait être exclu. Un patient qui était atteint également d'hypertension secondaire avérée devait être exclu également. Et les patients dont le taux de filtration glomérulaire estimé était inférieur à 20 ml par minute étaient également des patients qui devaient être exclus. Donc, vous étiez 75 participants qui ont participé à ce programme et on a eu donc les résultats de profil de pratique pour le programme cible atteinte de ces 75 participants-là. Qui était-il? On peut remarquer 76 % des patients étaient de sexe masculin, 24 % féminin. La majorité, 57 % étaient des médecins qui étaient rémunérés à l'acte. Il y en avait 20 % à la capitation, puis mix autour de 23 %. Le contexte pratique était principalement en milieu urbain. Là, 89 % des participants étaient en milieu urbain. Et dans les hôpitaux communautaires, pour la très grande majorité, là, 97 % des participants étaient en milieu communautaire. D'où venaient ces médecins? Dans la majorité des cas de l'Ontario, on était quand même au Québec une douzaine de participants et à travers le Canada, on peut voir la répartition là, selon les provinces. Les années de pratique, c'était majoritairement 76 % des gens qui avaient en haut de 20 ans de pratique et 53 % pratiquaient en groupe, en soins de première ligne, donc principalement des gens là, qui étaient dans des groupes de médecine familiale ou encore dans des regroupements de polycliniques où ils exerçaient donc en groupe et non en solo. En solo, on avait quand même 28 % des participants qui étaient en solo. Donc, la première question, on vous demandait avec quelle rigueur vous conformez-vous aux lignes directrices de pratique clinique d'Hypertension Canada de 2017 dans votre pratique dans les domaines suivants. Donc, on voulait un petit peu voir si vous étiez en ligne avec les lignes directrices. Si vous remarquez, donc, la majorité, 100 % là, était soit toujours conforme ou parfois conforme. Aucun n'était jamais conforme. On a toujours quand même, on observe là, 53 % de diagnostic d'hypertension, 47 % étaient parfois conformes. Donc, on peut apercevoir que la majorité du temps, on est toujours conforme, mais parfois, on se garde une réserve quant à notre jugement clinique. La même chose au niveau du seuil de la pression artérielle pour l'instauration. La majorité du temps, on est conforme, mais il reste quand même qu'à 52 % on va se réserver des fois un certain jeu au niveau des taux d'initiation, au niveau de la prise de tension artérielle, à savoir à quel moment on va commencer le traitement des patients. Également, la cible de la pression artérielle, encore une fois, on observe 52 %, on est parfois conforme, donc on garde une certaine latitude au niveau de notre application des lignes directrices, mais la majorité sont quand même en ligne avec les recommandations canadiennes qui sont faites par Hypertension Canada. Chez les patients non diabétiques, l'instauration du traitement de la pression artérielle et les valeurs cibles se base-t-elle sur le risque cardiovasculaire? Donc, 80 % vous avez mentionné oui. Donc, c'est basé sur votre évaluation des facteurs de risque des patients. Probablement que la majorité d'entre vous calcule le risque de Framingham et à partir de là, vont prendre une décision de traiter ou non l'hypertension en fonction de ces facteurs de risque qui sont évalués donc dans votre clinique. Cible atteinte, donc, permettait de revoir un peu le seuil et la cible de pression artérielle qui était inférieure chez les patients qui présentaient un plus grand risque. Ce qu'on veut vous amener, c'est de constater qu'il y a eu des recommandations en 2017 qui ont été faites en ce sens.
où la cible et le seuil à partir duquel on devrait traiter la pression artérielle chez les gens à plus haut risque était abaissé. Ces recommandations étaient basées principalement sur l'étude SPRINT, où on a constaté que la baisse de la pression artérielle systolique peut-elle améliorer les résultats cliniques chez les personnes à risque élevé. Alors, on a utilisé une population de gens plus grands ou égaux à 50 ans qui avaient des pressions systoliques entre 130 et 180, qui étaient traitées ou non, et qui présentaient au moins un autre facteur de risque parmi les suivants, soit une maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique, sauf les AVC, une néphropathie chronique, qui était définie entre une filtration glomérulaire supérieure à 20 et inférieure à 60 ml par minute, un score de Framingham sur 10 ans qui était plus grand ou égal à 15 ou encore un âge en haut de 75 ans. Les participants étaient divisés donc en deux groupes. Des gens étaient traités de façon plus intensive avec une pression systolique cible inférieure à 120 et les autres étaient dans un groupe dont le traitement usuel visait une pression systolique cible en bas de 140. Les principaux critères d'exclusion de l'étude SPRINT, c'était les patients donc, qui avaient déjà eu un AVC, qui étaient diabétiques, qui avaient une maladie polykystique des reins, qui avaient une insuffisance cardiaque congestive avec une fraction d'éjection en bas de 35 une protéinurie plus grande ou égale à 1 gramme par jour, ou encore une néphropathie chronique et un débit de filtration glomérulaire estimé qui était inférieur à 20. Donc, on avait exclu ces patients-là. Les résultats nous montraient, lorsqu'on regardait les critères d'évaluation principales, qui étaient la diminution du nombre d'infarctus du myocarde combiné au syndrome coronarien aigu, à l'AVC et à l'insuffisance cardiaque ou aux déchets d'origine cardiovasculaire. On avait donc une diminution significative de l'ordre de 25 dans le traitement intensif par rapport au traitement usuel. Et lorsqu'on regarde également la mortalité totale, on constatait également la même chose, une diminution de l'ordre de 25 dans le groupe traité de façon intensive. Cette étude-là nous a donc amené à modifier les lignes directrices de sorte que, suite à l'étude SPRINT, les patients à risque élevé, qui correspondaient aux patients de l'étude, donc les gens en haut de 50 ans et plus, et qui avaient une pression systolique supérieure ou égale à 130 mm de mercure, il faut maintenant envisager un traitement intensif afin de ramener la pression systolique à des valeurs inférieures ou égales à 120 mm de mercure. Donc, c'est un des éléments de modification que l'étude SPRINT a amené au niveau des recommandations des lignes directrices. Le traitement intensif devrait donc reposer sur des mesures oscillométriques en série de la pression artérielle en clinique. Il faut savoir que dans l'étude SPRINT, c'était la méthode utilisée de la mesure de la tension artérielle qui était privilégiée. Et il est recommandé donc de sélectionner les patients en vue du traitement intensif et il faudra faire preuve de prudence dans certains groupes de patients à risque élevé. On le sait, à l'occasion, il peut y avoir des patients qui sont plus fragiles et difficiles à amener aux valeurs cibles étant donné leurs autres maladies concomitantes. Donc, les seuils de pression artérielle en clinique maintenant pour l'instauration du traitement pharmacologique. Donc, la partie du haut, les patients à risque élevé dans l'étude SPRINT, donc la pression artérielle systolique plus grande ou égale à 130 devrait être la pression à partir de laquelle on devrait instaurer un traitement pharmacologique. Pour les autres groupes de patients, donc les diabétiques, ça demeure à 130, supérieur ou égal à 130 ou encore supérieur ou égal à 80 de pression diastolique. Les patients à risque modéré, 140 sur 90 sont encore les valeurs cibles. Les patients à risque faible qui n'ont pas de lésions des organes cibles ou de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, on peut se permettre de commencer lorsque leurs valeurs de pression artérielle systolique sont supérieures ou égales à 160 et les pressions diastoliques supérieures à 100. Pour les patients dont la mesure est faite de façon oscillométrique, on voit chez les patients à risque modéré dans le tableau que si on a des valeurs supérieures ou égales à 135 de systolique ou supérieures ou égales à 85 de diastolique, on devrait également instaurer le traitement. Donc, on est plus sévère pour les patients chez qui on mesure la pression artérielle de cette façon-là. On s'attend à avoir des valeurs qui sont un petit peu plus basses. Les valeurs thérapeutiques cibles recommandées en clinique, le traitement donc considérant donc les différents profils de patients,
on devrait viser, donc, pour les patients à risque élevé, une pression systolique qui soit inférieure ou égale à 120 mm de mercure. Les diabétiques, on devrait viser une pression artérielle inférieure à 130 sur 80. Et pour tous les autres patients, si on le mesure de la façon conventionnelle en bas de 140 sur 90, et si on le mesure par mesure oscillométrique, on devrait viser en bas de 135 sur 85. Donc, c'est les nouvelles recommandations au niveau des cibles qui sont recommandées. Également, une autre modification dans les lignes directrices, c'est, comme on le connaît déjà, le traitement initial, lorsque l'on commence le traitement, évidemment, c'est de prendre en charge les comportements liés à la santé du patient, modification des habitudes de vie. On a, encore une fois, sur ce tableau, toutes les classes de médicaments, diurétiques, inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARA, les inhibiteurs des canaux calciques, les bêta-bloquants qui sont utilisés pour le traitement de ces patients. Ce qui est nouveau, c'est le dernier carré à l'extrême droite, où on privilégie maintenant l'association de médicaments en monocomprimé, donc des combinaisons dès le départ de deux produits dans la même comprimé, qui permet donc d'utiliser à la fois deux molécules. Les associations de médicaments monocomprimés que l'on a, on les voit dans l'encadré du bas, se composent soit d'un IECA avec un inhibiteur calcique, ou encore un ARA et un inhibiteur calcique, ou encore un IECA ou un ARA associé à un diurétique. Ce sont les 4 classes de médicaments que l'on a, qui sont des médicaments en monocomprimé. Donc, si on retourne un peu au profil de pratique, quand vous avez rempli le questionnaire, on vous demandait comme première question, selon vous, quel est le seuil approprié pour instaurer un traitement antihypertenseur chez un patient de plus de 50 ans qui présente au moins un des facteurs de risque. Donc, on vous mentionnait les facteurs de risque de l'étude du PRIM, sensiblement. Donc, un patient qui a une maladie cardiovasculaire, une néphropathie chronique, un risque de Framingham en haut de 15 et également en haut de 75 ans. Donc, la majorité d'entre vous utilisaient encore le paramètre de plus grand ou égal à 140 mm de mercure. Une majorité, une moyenne plutôt autour de 39 autour de 130 mm de mercure et en haut de 120 pour 11 d'entre vous. Alors, la bonne réponse dans ce cas-ci, si vous vous référez aux données de l'étude du PRINT, c'est donc la réponse du milieu. Donc, il faudrait initier un traitement pour l'hypertension lorsque l'on est en haut ou égal à 130 mm de mercure. La question qu'on vous demandait au niveau de la cible chez ce même groupe de patients-là, donc quelle est la cible appropriée chez la pression artérielle systolique chez un patient de plus de 50 ans qui présente un des facteurs de risque qu'on a mentionné? Eh bien, cette fois-ci, la majorité mentionnait qu'il fallait qu'il soit inférieur à 130 mm de mercure, alors qu'on a vu tantôt que dans l'étude du PRINT, la bonne réponse aurait été plutôt la colonne de droite, donc en bas de 120 mm de mercure. Donc, on vous a demandé de vérifier 10 à 15 dossiers de vos patients hypertendus. D'après vous, quel pourcentage de ces patients atteignent la cible de pression artérielle systolique selon les lignes directrices actuelles d'Hypertension Canada? Si on regarde donc la colonne du milieu, 52% mentionnent que leurs patients sont bien contrôlés. Si on additionne à cela les 21 patients qui considèrent que 75% de leurs patients sont bien contrôlés. Donc, vous avez l'impression à 73% que plus de la moitié de vos patients sont bien contrôlés. On a mentionné au tout début de la présentation qu'environ 70% des patients au Canada étaient bien contrôlés ou atteignaient leur cible. Donc, vous êtes un reflet là, de la population canadienne, c'est-à-dire qu'on atteint quand même des bons contrôles chez la majorité de nos patients, ce qui est quand même une chose qui est intéressante compte tenu de la prévention des complications reliées à l'hypertension. Donc, les lignes directrices, peut-être reprendre un petit peu les faits saillants là, des dernières recommandations. La mesure oscillométrique qui est vraiment la méthode qui est préférée pour la pression artérielle en cabinet.
Donc, c'est de plus en plus maintenant accessible dans les groupes de médecins de famille, dans les GNF, dans les cliniques également de mesure de tension artérielle, dans les cliniques spécialisées, dans les polycliniques davantage également disponibles. Le BP2 est de plus en plus accessible. Chez les patients à risque élevé de plus de 50 ans dont la pression artérielle systolique est plus grande ou égale à 130 mm de mercure, il faudra envisager un traitement intensif afin de ramener la pression artérielle systolique à des valeurs plus ou moins égales à 120 mm de mercure, ce qui est directement tiré de l'étude SPRINT. Les diurétiques thiazidiques, on l'a mentionné également dans les recommandations canadiennes, devraient être ceux à action prolongée, qui seraient préférables à ceux qui ont une action brève de type thiazide. Donc, le chlorthalidone, par exemple, ou l'indapamide seraient les médicaments privilégiés par rapport à l'hydrochlorothiazide, par exemple. Des associations de médicaments monocomprimés doivent être utilisées comme traitement de première intention, sans égard à l'ampleur de la hausse de la pression artérielle. Donc, contrairement aux anciennes lignes directrices, où lorsque la pression artérielle systolique était de 20 mm de mercure à la cible, ou encore que la pression diastolique était de 10 mm de mercure supérieure à la cible, à ce moment-là, on disait qu'on devait utiliser des combinaisons de traitement. Eh bien là, cette fois-ci, on a retiré cette recommandation-là en disant qu'on peut utiliser, même chez un patient nouvellement diagnostiqué, une combinaison, peu importe l'écart par rapport à la valeur cible du patient. Donc, revenons aux résultats de nos dossiers. Alors, vous étiez 75 médecins, vous avez recruté des dossiers au total de 677. Donc, on a quand même pas mal de données intéressantes à tirer de ces données-là que vous nous avez envoyées. Et regardons un peu le profil de patients. Donc, les patients en moyenne avaient autour de 65 ans. Majoritairement, 56% étaient des hommes. La grande majorité, 96%, avaient déjà un diagnostic d'hypertension essentielle. Et la pression artérielle moyenne de vos patients était quand même relativement bien, là, autour de 133 sur 79, avec un écart de plus ou moins 14 sur 10 là, de pression artérielle, donc relativement bien contrôlé. Quelle méthode utilisez-vous pour mesurer la pression artérielle? De façon intéressante, ici, je remarquais que la majorité avait déjà adopté l'appareil automatisé à plusieurs mesures de pression artérielle en cabinet, donc le BP2, ce qui est quand même intéressant de voir. Il y a également la méthode sigmonomanométrique avec oscillométrie à une seule mesure également qui est utilisée dans 16%. Donc, si on fait le total des deux, au-dessus de 52% des participants de l'étude ont donc déjà adopté la mesure oscillométrique. Et il en reste encore, par contre, autour de 40% qui la mesurent de la façon plus classique avec le sphygnomanomètre au mercure et également le sphygnomanomètre aérobique là, qui sont encore utilisés. Si on regarde au niveau des patients, quels étaient les patients, donc si on regarde la majorité, là, 46% ne présentaient pas de complications. 26% étaient des patients qu'on qualifie de SPRINT, donc avec les facteurs de risque que l'on mentionnait tantôt, et 28% des patients que vous avez recrutés dans l'étude étaient donc des patients qui étaient diabétiques. Donc, quels étaient les traitements qui étaient instaurés? 63% des patients dans l'étude que vous avez mentionné étaient avec un comprimé unique, ce qui est quand même surprenant compte tenu qu'habituellement, souvent pour atteindre nos valeurs cibles, on utilise plus qu'une molécule. Mais chez la grande majorité des patients que vous aviez recrutés dans l'étude, 63% n'en avaient qu'un seul. Des comprimés combinés, donc dans un seul comprimé, il y en avait quand même 24%. Et une combinaison des deux autour d'à peu près 13%. Mais la grande majorité, comme je mentionnais tantôt, un comprimé avec un seul agent antihypertenseur était utilisé. Donc, quels étaient-ils? Ces comprimés-là, la majorité, c'était des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. En deuxième position, pas loin derrière, c'était des bloqueurs des canaux calciques. Et sinon, il y avait également en troisième les ARA. Et par la suite, moins populaires, les bêta-bloquants et les diurétiques.
Si on regarde les comprimés avec un seul antihypertenseur au niveau des non commerciaux ou encore des noms plus précis, l'amlodipine est encore le médicament favori qui est utilisé à 29 sur 495 participants pour les gens avec les monocomprimés, les comprimés uniques plutôt. Le périndopril est en deuxième, le ramipril en troisième, puis ensuite vous avez la répartition de toutes les autres, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les associations de médicaments en monocomprimé, donc quand vous utilisez un médicament qui avait les deux molécules dans le même, donc la combinaison ARA et diurétique à action brève était quand même encore la majorité. IECA et diurétique à action prolongée étaient en deuxième lieu. On va voir tantôt au niveau des non commerciaux. Association IECA et inhibiteur des canaux calciques, 17 %. Donc, encore une fois, on peut voir la répartition des monocomprimés. Association ARA et inhibiteur de canaux calciques, environ 7 %. Si on regarde quels étaient ces médicaments-là, Coversil Plus ou le périndopril adapamide, probablement le favori dans la majorité des participants. Périndopril amlodipine, 17. Olmesartan avec hydrochlorothiazide autour de 13, telmisartan hydrochlorothiazide et les autres que vous pouvez voir sur l'écran étaient quand même utilisés en plus petite quantité. Donc, ça reflète quand même relativement bien la pratique courante que l'on voit chez la plupart des médecins qui utilisent ces classes de médicaments-là pour le traitement de l'hypertension. Le nombre total d'antihypertenseurs qui sont présentement prescrits, si on regarde au niveau des associations de médicaments monocomprimés, on en a deux d'environ 39 % des patients et 3 d'environ 16 % des patients. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs de vos patients qui ont besoin d'avoir 2 médicaments ou 3 médicaments pour arriver aux valeurs cibles. Dans l'étude SPRINT, le nombre moyen de médicaments contre l'hypertension était respectivement de 2,8 dans le groupe où on avait un traitement plus intensif. On avait donc à utiliser davantage de médicaments, puis 1,8 dans les groupes sous traitement standard. L'atteinte des valeurs cibles, donc, si on regarde le pourcentage des patients qui ont atteint les valeurs cibles de la pression artérielle, pour l'ensemble de vos patients, 55 % vous aviez atteint la cible qui était visée chez l'ensemble des patients. Les patients qui n'avaient pas de complications, on était plus autour de 77 %. Donc, on avait des patients qui, à ce moment-là, atteignaient les valeurs cibles majoritairement. Chez les patients qui remplissaient les critères de l'étude SPRINT, chez qui la pression cible était, comme je le mentionnais tantôt, beaucoup plus basse, autour de 120. Là, on avait plus de difficultés et 85 % des patients n'atteignaient pas la valeur cible. Chez les patients diabétiques, qu'on veut avoir une cible en bas de 130 sur 80, là, on était à peu près à 58-42. Dans plusieurs études, on voit à peu près 50-50. Là, on est à peu près dans ces valeurs-là également. Donc, une fois encore, c'est des patients peut-être chez qui on a un petit peu plus de difficultés à atteindre les valeurs cibles chez nos patients diabétiques. On vous demandait un petit peu votre perception par rapport à la réalité des patients. Donc, on essayait de voir le pourcentage de patients qui avaient atteint la valeur cible de la pression artérielle. Et ce qu'on constate dans ce graphique-ci, c'est que 96 % des médecins croient que le patient avait atteint sa valeur cible de la pression artérielle que vous aviez. Donc, vous aviez quand même une confiance que le patient avait atteint les valeurs cibles. Et ce qu'on a constaté quand on recueillait les données et qu'on les corrigeait, c'est que, dans le fond, c'était plus l'ordre de 33 % qui atteignaient les valeurs cibles et 67 % qui n'atteignaient pas la valeur cible. Donc, on avait une disproportion un petit peu au niveau de la vraie atteinte des valeurs cibles par rapport à votre perception. Même chose par rapport aux patients sans complications. 93 % des patients sans complications, vous perceviez qu'ils avaient atteint leur valeur cible. Et les patients sans complications qui n'atteignaient pas la valeur cible, il y avait quand même 17 % des répondants qui croyaient à tort que les patients avaient atteint leur valeur cible et qu'ils n'étaient pas à la vraie cible à ce moment-là chez ces patients-là.
Pour les patients qui avaient le diabète, donc si on regarde, on avait l'impression qu'à 100% on était à la cible, alors qu'il y avait 19% des répondants qui croyaient à tort que leurs patients avaient atteint leur valeur cible, mais ce n'était pas le cas dans ces cas-là. Donc, il y avait encore là une différence par rapport à la perception versus le vrai contrôle des patients. Si on regarde les patients de l'étude du SPRINT, là, on avait encore une plus grosse différence. Donc, 47% des participants qui croyaient avoir atteint la valeur cible étaient dans le tort, puisque les patients n'avaient pas la valeur cible qui était, comme je le mentionnais précédemment, inférieure à 120 de systolique. Donc, l'impact du projet, quand on a regardé si vous modifiez votre pharmacothérapie chez les patients, est-ce que vous augmentiez vos doses, est-ce que vous changez les doses ou arrêtez un médicament ou changez de médicament? On constatait que dans la grande majorité, 75% chez tous les patients, là, vous ameniez une modification de la thérapie. Chez les patients, pas de complications, c'était encore davantage, là, 81%, vous modifiez la thérapie. Chez les patients d'études du SPRINT, 73%, et chez les diabétiques, autour de 72%. Donc, on peut conclure qu'en général, 3 fois sur 4, quand on a non atteinte de la valeur cible, on change la thérapie. Quand on vous demandait pourquoi vous n'aviez pas modifié la thérapie de vos patients, puisque vous n'aviez pas atteint les valeurs cibles, la majorité mentionnait que c'est parce qu'on avait encore l'espoir que le patient modifie ses comportements et qu'il intensifie ses changements au niveau de ses habitudes de vie. Donc, on garde l'espoir qu'il va faire de l'exercice, qu'il va manger mieux puis qu'il va perdre du poids. Donc, on attendait un petit peu avant d'intensifier ou de modifier la thérapie. Maintenant, une autre bonne proportion d'entre vous, 44, mentionnait que le patient n'était pas tellement loin de la cible, donc vous préfériez attendre avant de modifier votre traitement, de voir comment le patient allait évoluer et si la pression artérielle allait être moins bien contrôlée. Puis, certains d'entre vous mentionnaient que peut-être le patient allait refuser un changement de médicament et vous préfériez attendre. Donc, on a à peu près tous ce réflexe-là d'attendre un petit peu, puis c'est un petit peu une difficulté qu'on a pour nos patients. Donc, le choix d'un antihypertenseur avant et après la vérification des dossiers. Ici, on voit que avant la vérification, la majorité d'entre vous utilisaient un comprimé avec un seul agent antihypertenseur. Et par la suite, on voyait une diminution là, de gens qui utilisaient qu'un seul agent hypertenseur. Puis la majorité d'entre vous utilisaient à la suite de cet atelier une association de médicaments monocomprimés. Donc, on avait une baisse de participants qui utilisaient un seul comprimé avec une seule molécule versus ceux qui utilisaient des combinaisons de traitement. Donc, les médicaments au départ, on le mentionnait, 63% avaient un seul comprimé et à la fin, on le voit sur le graphique de droite, donc 42%, donc on a une baisse. Et les gens qui utilisaient donc des associations monocomprimées, donc des combinaisons qu'on mentionnait tantôt, on en avait justement 24% au début, puis à la fin, on en avait 47% de gens qui avaient fait un changement vers cette catégorie de médicaments-là. Donc, les principaux messages que vous pouvez retenir de toute cette étude, de tous ces différents paramètres qu'on vous a montrés, il y a un écart au niveau des matières en connaissance, c'est-à-dire que les 33% des médecins croyaient à tort que leurs patients avaient atteint leur valeur cible de la pression artérielle. Probablement que ce chiffre-là est augmenté un peu par la perception que l'on a qu'il n'est pas loin, mais il n'est pas tout à fait là. Donc, on a quand même une certaine souplesse, des fois, au niveau de l'atteinte des valeurs cibles, qui fait peut-être qu'on a l'impression que nos patients sont presque à la valeur cible, mais dans le fond, quand même, une bonne proportion n'ont pas encore atteint leur valeur cible. Au niveau des mesures précises, ce qu'on a constaté, c'est quand même la majorité d'entre vous utilisaient déjà en clinique une mesure oscillométrique par BP2, puis c'est la méthode qui est privilégiée par Hypertension Canada maintenant. Les valeurs de seuil et les valeurs cibles, peut-être la grande nouveauté dans ce programme qui vous a été démontré, c'est que chez les patients à risque élevé, en haut de 50 ans, il faut commencer avec une pression artérielle systolique en haut de 130 mm de mercure puis viser en bas de 120.
Le traitement efficace, les diurétiques thiazidiques à action prolongée sont préférables aux diurétiques à action brève. On a de plus en plus de données dans ce sens-là au niveau de l'incidence des complications cardiovasculaires et de la maîtrise de la tension artérielle qui est supérieure avec les diurétiques de type thiazidique. Les associations de médicaments monocomprimés doivent être utilisées comme traitement de première intention. Ça également, c'est un autre changement qui a été instauré dans les dernières lignes directrices, sans égard à l'ampleur de la hausse de la pression artérielle. Donc, ça termine ici la présentation sur les résultats et je tiens à vous remercier au nom d'Hypertension Canada d'avoir participé donc à cette initiative nationale qui visait à améliorer les résultats cliniques chez les Canadiens et les Canadiennes atteints d'hypertension. Et je tiens à souligner que le mois de mai, c'est le mois de l'hypertension. Donc, ça serait peut-être l'occasion de sensibiliser vos patients à l'hypertension artérielle et de les inciter à peut-être reconnaître leurs valeurs et à pouvoir savoir c'est quoi leur valeur de tension artérielle. Je vous invite également à vous rendre sur le site d'hypertension.ca pour plus d'informations sur la façon d'organiser une clinique de dépistage de la pression artérielle et télécharger les différents matériels d'information que l'on a, et y compris, entre autres, les affiches, les cartes postales, qui sont des documents qu'on peut remettre à nos patients. Je vous invite également à vous joindre à vos collègues et à vous inscrire sur la communauté Hypertension Canada en devenant membre, de rester à jour sur toutes les dernières données de l'hypertension et également de recevoir du matériel de formation qui est gratuit, qui est d'une source fiable d'éducation sur le programme d'Hypertension Canada, et également de profiter de rabais lorsque vous vous inscrivez aux différents congrès sur l'hypertension qui sont parrainés par Hypertension Canada. Alors, je vais terminer ici ma présentation et peut-être répondre aux questions si vous avez des questions par rapport aux différents résultats que je vous ai montrés. Merci beaucoup, Dr. Fournier. À l'heure actuelle, nous ouvrirons les microphones pour toutes les questions que vous pourriez avoir pour Dr. Fournier. Si vous ne voulez pas parler, veuillez couper votre son pour réduire le bruit de fond. Avez-vous une question? Dr. Fournier, avez-vous des commentaires à ajouter avant de passer à l'entretien? Écoutez, c'est jeudi soir, il fait beau à l'extérieur, alors j'ai l'impression que les questions, j'espère en tout cas que durant la session, on vous a permis de comprendre davantage les différentes modifications. Je pense que personnellement, pour avoir fait le programme, moi aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une rétroaction immédiate lorsqu'on faisait le programme, c'est-à-dire que quand on ne mettait pas la bonne réponse ou la réponse qui était attendue, on se faisait dire tout de suite qu'on n'avait pas interprété de la bonne façon la cible. Donc, ça nous sollicitait, je vous dirais, à pouvoir peut-être justement prendre action puis à modifier notre traitement. Donc, je pense que dans ce sens-là, le programme était intéressant aussi. Là, ça nous permettait donc de voir dans quelle situation on pouvait peut-être des fois avoir une mauvaise interprétation de ce qu'on faisait avec nos patients. Alors, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça intéressant là, pour le programme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au contenu de ce soir ou encore par votre expérience par rapport à l'étude. D'accord, je vais procéder avec quelques petites notes. Donc, suite à cette présentation, les 2 dernières étapes du programme seront disponibles pour l'achèvement sur la plateforme VivoMed. Il s'agit notamment de visionner le rapport des résultats du programme qui montre vos données personnelles comparées à l'agrégat du programme. Veuillez noter que vos résultats personnels vous seront uniquement visibles. Aucune personne autre que vous-même pourront les visionner. La dernière étape consiste à remplir un bref sondage de départ sur le programme. L'achèvement des 2 étapes prendront environ 10 à 15 minutes. Les 2 étapes doivent être complétées avant le 31 mai
afin de recevoir vos honoraires. Vous recevrez un courriel de rappel à la suite de cette session contenant vos informations de connexion à VivoMap. L'achèvement du programme sera vérifié en juin et les honoraires seront envoyés à l'adresse que vous avez indiquée au début du programme. Et pour terminer, j'aimerais souligner que ce programme a été appuyé par une subvention à l'éducation sans restriction de Survey Canada. Merci, Dr. Fournier, pour cette présentation fantastique. Et merci encore une fois à vous tous de vous joindre à nous pour examiner les résultats du programme. Et si vous avez des questions concernant le programme, veuillez communiquer avec Ashley Folkard à afolkard@ctc.com. Et merci et bonne nuit. Merci, bonsoir. Merci, très intéressant. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.